Après ma vidéo, vous avez été des milliers à vouloir comprendre pourquoi j'en avais pas parlé. Comment un grand-père peut faire ça à sa petite fille? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre. Mais cette fois, sans culpabilité. J'ai pris ces sentiments qui étaient ceux de mon agresseur. Parce que à aucun moment j'ai à me sentir coupable. Parce que à aucun moment j'ai à me sentir honteuse ou sale. J'étais arrivée à un point dans ma vie où si je ne le disais pas, j'allais mourir. On m'a déjà trahi de par ces agressions où j'ai donné ma confiance à un homme et où on me l'a volé, où on me l'a sali. Est-ce que ça va pas être le cas si je le répète une seconde fois? Je te crois. C'est trois mots qui changent la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi une fois que je leur ai dit? Tout est beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchi parce que mon innocence, on me l'a volée. Si vos agresseurs sont encore en vie, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour tous ceux qui sont en danger. Bonjour Gladys Coucou Elsa. et bienvenue à toi qui nous regarde ou qui nous écoute dans le podcast Sans culpabilité. Ici, on va parler vrai, on va parler sans tabou, sans filtre, sans honte et surtout sans culpabilité. Exactement, t'as totalement résumé ce qu'on est venu faire ici Elsa. Puisque je pense qu'on va devoir leur expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ce podcast. En effet, parce qu'on va connaître un petit peu dans ce podcast ton parcours, ton histoire. Pourquoi on a décidé de faire ce podcast. Peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire ce qui t'a donné envie de faire ce podcast? L'envie, elle est partie d'un manque de ressources, un manque de contenu. Tout simplement, j'ai pas eu ces épisodes, j'ai pas eu ces moments de vérité, j'ai pas eu ces mots que je vais essayer de prononcer, ces choses que j'aurais aimé connaître quand j'avais peur, quand j'étais seule. Euh, et c'est des ressources qui sont précieuses. Alors, je dis pas que tout ce que je vais dire va être incroyablement bien dit et hyper bien cité, c'est juste l'histoire d'une petite fille qui est tombée 100 fois, qui a essayé de se relever et qui s'est relevée 101 fois pour être ici aujourd'hui. Et l'objectif, c'est juste, ouais, comme tu l'as dit, sans culpabilité, oser parler de ce dont on ne parle pas, tous les tabous après trauma, tous les tabous post-agression sexuelle qui sont aujourd'hui méconnus par tous. C'est ça. Ce mot, tu sais comment il est venu à toi? Parce il est fort quand même, sans culpabilité. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce titre? Comme tu dis, ce mot, il n'est pas venu par hasard à moi. La culpabilité, c'est l'un des sentiments que j'ai le plus connu dans mon enfance, dans ma vie. C'est ce qu'on a ici dans le ventre, ce qu'on a très souvent aussi dans la gorge, où on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, tout simplement parce que on se sent tellement mal, on se sent tellement coupable. Moi, j'ai eu très très longtemps honte de le dire et même de le penser, mais je me suis sentie plus coupable que mon agresseur. Je m'en voulais plus que mon grand-père. On va peut-être justement du coup rentrer dans le vif du sujet, commencer par le commencement, à savoir ce premier épisode qu'on a décidé de donner comme thématique le fait de briser le silence, qui est donc un peu le point de départ, on va dire, ou j'ai envie de dire vers ta guérison. On va voir aussi, est-ce que ça peut être la guérison commune. Est-ce que, donc pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux raconter ton histoire, ton parcours? Évidemment. Alors, si je te raconte mon histoire, je te dirais que les premiers souvenirs remontent à l'âge de 4 ans. Je vais dire 4 ans pour ne pas me tromper et pour ne pas mentir, mais rien ne me dit que ma mémoire ne me cache pas des souvenirs, tout simplement pour me protéger. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais mon premier souvenir remonte à 4 ans parce que je vois la taille de mon short. Je porte un mini short et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai l'image de la taille marquée sur ce short qui est écrit 4 ans. Et c'est ça qui me fait me rappeler mon âge parce que ce qu'on doit rappeler, c'est aussi que tous les souvenirs sont totalement embrouillés. On comprend pas forcément ce qu'on vit, on comprend pas et on n'a pas forcément la date de ce qu'on a vécu. C'est ça la mémoire traumatique. C'est ça aussi parfois les amnésies traumatiques où on a des blackouts d'années entières et ça met longtemps à arriver. Mais je sais pas pourquoi ce souvenir il est toujours resté. Je suis très très jeune donc et je me balade parce que c'est un anniversaire donc on est dans une maison qui est remplie de monde et c'est aussi ça qui est important que je veux délivrer aujourd'hui, c'est que le loup
L'agresseur ne se cache pas dans la forêt, ne se cache pas dehors dans la rue. Les agresseurs, ils sont partout, ils sont chez nous, ils sont à table, ils sont nos frères, nos cousins, nos grands-pères, nos oncles, nos tantes. Et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne pour prendre conscience qu'il faut faire attention à nos enfants. Parce que moi, ce souvenir, j'ai 4 ans, il y a une maison qui est remplie de monde et pourtant personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu parce que les agresseurs sont extrêmement manipulateurs. Pour le coup, je me souviens me promener autour de cette maison et je fais un premier tour, seule, comme une enfant de 4 ans, juste qui marche. Et le deuxième tour, il me rejoint sur le tour. Qui ça, il? Il, mon grand-père, qui me rejoint, qui me prend tout simplement la main, tel un grand-père parfait, devant tout le monde, l'image parfaitement. Et le troisième tour, il m'arrête à un coin où plus personne nous voit et il me dit « Enlève ton short ». Et là, t'as une petite fille de 4 ans, je comprends pas. Ce serait mentir que te dire que je comprends. Je suis à la fois sidérée et je me dis c'est mon grand-père. C'est mon grand-père, donc ça peut pas être bizarre, ça peut pas être mal. Et je le fais pas parce que je sens quand même qu'il y a quelque chose dans mon corps qui me dit non, c'est pas normal, personne t'a jamais demandé d'enlever ton short comme ça sans contexte. Et il le fait. Il le fait alors que j'ai 4 ans et il commence à me toucher alors même qu'il y a une fête d'anniversaire ce jour-là. Et c'est ça qui est important à faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent et à leurs proches. Je veux pas effrayer, je veux éveiller. Le danger, il peut être chez nous et c'est simplement faire comprendre à nos enfants et être vigilant avec nos enfants. Un enfant qui dit « j'ai un petit secret avec papy », c'est pas normal. Il y a quelque chose derrière et il faut aller chercher, il faut aller creuser, même si c'est compliqué aussi, on en parlera pour les proches certaines fois de voir la vérité en face. Donc pour revenir à ta question, je dirais que mon histoire commence à 4 ans et puis s'enchaînent les souvenirs d'attouchement. Ça devient de plus en plus violent, de plus en plus intrusif. Il se passe pas une semaine sans que ça se produise. Il se passe pas une journée limite sans que ça se produise. Le quotidien d'une enfant à cet âge-là, c'est on va à l'école, on rentre, on prend le goûter. Et moi, ça s'arrêtait pas là. Mais ton grand-père était là tout le temps? Il était toujours là parce que du coup, j'étais extrêmement gardée par eux. Essentiellement du lundi jusqu'au vendredi. Ils m'emmenaient à l'école, ils venaient me chercher parce que mes parents travaillaient beaucoup, donc ils m'ont confié à ce qu'ils pensaient être le grand-père parfait. Quelle horreur. T'as mis combien de temps avant d'en parler, avant de pouvoir libérer cette parole, tu dirais, toi? J'ai mis énormément de temps tout simplement à le conscientiser parce que avant de vouloir en parler, il y a un vrai travail qui a été de comprendre que ce que j'avais vécu, ça n'était pas normal, comprendre que ce qui s'était passé, c'était pas un amour sain d'un grand-père qui aime sa petite fille. Est-ce que tu penses que c'est simplement parce que ton grand-père t'a dit c'est un petit secret et on n'en parle pas que tu l'as pas dit? Ou est-ce que pour toi, ce silence, il était parce que tu avais peur, parce que tu avais plein de peurs possibles, tu te sentais peut-être coupable? Alors je pense qu'il y a eu un peu des deux, honnêtement. Je pense qu'il y a la manipulation de dire à une enfant c'est notre petit secret, si tu le dis à la famille, tu vas la détruire. Ça brise une enfant. Ça brise une enfant parce que tu as ce côté loyauté Il t'a dit, envers. tu te rappelles, tu penses, il t'a dit ça? Il m'a dit ça, oui. Oh. Il m'a dit si tu le dis, tu vas détruire ta famille. Et dans tous les cas, c'est notre petit secret. Personne ne doit être au courant. Et c'est des phrases comme ça qui, dites dans le cerveau d'un adulte, ne font peut-être pas la différence. Mais dites dans le cerveau d'une enfant qui n'a pas conscience de ce qui se passe et qui est face à quelqu'un qui a l'autorité, parce que très souvent, c'est ces rapports de force aussi. C'était un adulte, j'étais une enfant. Parfois, c'est des hommes sur des femmes qui ont des cadres supérieurs, qui ont des fonctions supérieures. Et c'est parfois même des hommes qui se font violer, parce que ça existe aussi. Par des plus grands, par le voisin, par la mère, ça peut être femme ou homme. Donc oui, cette peur, elle était présente, cette peur de détruire ma famille. En fait, il faut comprendre que
lorsqu'on subit ce genre de traumatisme, on accumule les responsabilités. On les vit pas tel un enfant. On est confronté à la violence d'un monde adulte. Donc forcément, tout est vécu 10 fois plus puissamment. Tout est beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchi parce que mon innocence, on me l'a volée. À un âge où j'étais censée jouer aux poupées, je suis devenue ma propre mère, mon propre père, pour pouvoir me dire, ok, comment tu dois réagir quand cette porte-là s'ouvre, comment tu dois réagir quand lui arrive. Est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as commencé à euh, conscientiser que c'était pas normal? J'ai conscientisé que c'était pas normal, pas avec un âge, mais plutôt avec un événement. Un événement qui m'a fait avoir le déclic et me dire, ce qui s'est passé, c'était pas normal. Que ton grand-père mette sa main dans ton pantalon, mette sa main sur tes parties intimes, c'était pas normal. Et il y a un bien, il y a un mal, et là, il a franchi des limites. C'était quoi cet événement? Cet événement, c'était une femme qui témoignait sous le mouvement MeToo, qui a fait énormément de bruit et que je remercierai jamais assez parce que peut-être que je me serais jamais éveillée sans ça. Mais ouais, je passe devant la télé d'une manière tout à fait anodine et en fait, je tombe sur son témoignage et je suis juste happée par son témoignage parce que je me reconnais, parce que ce qu'elle dit, c'est ce que j'ai vécu, mais elle le nomme agression sexuelle. Et il faut se rendre compte que c'était la première fois que j'entendais parler de ce mot. C'était la première fois que j'assimilais ce que j'avais vécu à ça. Donc forcément, c'était un immense déclic. Le fait que, on en parlera aussi, mais que mon grand-père soit décédé m'a déchargée d'une certaine forme. Ce serait mentir que dire j'aurais eu la force d'en parler s'il avait été encore vivant. J'ai pas vécu cette situation, donc je peux pas parler depuis ce point-là. Mais oui, le fait qu'il soit mort, qu'il soit plus présent, il y avait une sorte de menace qui était écartée. Ok. Quand MeToo a commencé, il était déjà décédé, c'est ça? Oui, Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu MeToo, tu serais peut-être pas là aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas réussi à en parler? c'est c'est pas une certitude parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Parfois, il y a de belles rencontres qui nous mettent la puce à l'oreille. Parfois, il y a des choses qui se passent et qui nous permettent de comprendre des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Euh, Tu vois, par exemple, j'en avais parlé avec ma meilleure amie à l'époque, alors que je savais pas de quoi il s'agissait. J'avais pas encore ce mot agression sexuelle. J'en avais parlé avec elle. J'en avais parlé avec elle, mais du coup, comme une enfant qui comprend pas ce qui se passe. Et à l'époque, elle m'avait dit, ce serait bien que t'en parles. Juste, ce serait bien que t'en parles a tout changé parce qu'il a semé une graine dans ma tête de déjà, tu es cru, tu es écouté et c'est peut-être pas si normal. Alors, avec sa voix d'enfant, parce qu'on était extrêmement jeune, on devait avoir 10 10 ans, 9 ans, elle a su trouver les mots. Et c'est ces mots de je te soutiens, je te crois, ce que tu as vécu, c'est légitime, tu n'es pas en train de me mentir, qui ont fait une certaine différence, je pense, aussi dans mon cerveau. Mhm. Donc oui, le mouvement MeToo a bel et bien participé, mais je pense que cette discussion avec ma meilleure amie a ouvert un petit peu la voie. Quand on vit des agressions répétées, comme c'est le cas chez toi, des agressions sexuelles qui sont répétées et qui sont sur une durée qui est longue, j'imagine que le silence, il est encore plus lourd à porter. C'est-à-dire que tu rentres dans un genre de cercle vicieux où le fait de ne pas en parler, tu te sens quand même protégé, non? Oui, il y a un peu cet effet de piège doré, de je me sens un peu plus à l'aise à ne pas en parler plutôt qu'à en parler. Parce que en parler fait peur. En parler fait peur parce qu'on ne l'a jamais fait. Et tout ce qui est nouveau est détesté par notre cerveau. On préférera toujours un enfer connu qu'un paradis inconnu. Parce que pour franchir le palier de l'enfer au paradis, il y aura cette étape, il y aura cette porte où on ne sait pas finalement ce qu'il y aura derrière. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ce sentiment d'être un petit peu protégé par ce silence, mais c'est une fausse protection. C'est une fausse protection qui nous fait pourrir de l'intérieur. Et moi, je vois un peu ça comme une montagne, c'est-à-dire que tu es en bas de la falaise.
Tu es en bas, tu n'as rien, tu n'as aucune fondation, tu n'as aucun sac à dos, tu n'as aucun équipement et tu vois le haut de la montagne et tu te dis, j'y serai jamais. Mais évidemment que tu peux y être. Il faut juste commencer à grimper. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que quand tu es en bas, tu vois uniquement la hauteur de la falaise et tu vois uniquement à quel point c'est lourd, à quel point tu as du mal à en parler, à quel point il peut y avoir ceci. Et si j'en parlais, est-ce qu'on me croirait? Est-ce que on me dirait pas que j'exagère un petit peu? Est-ce que c'est réel ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai pas un petit peu inventé certains morceaux? T'as pu douter, toi? T'as douté de Des ta parole? millièmes de fois, des centièmes de fois. J'ai énormément douté et ça, c'est l'amnésie traumatique, c'est la mémoire traumatique qui fait que, en fait, tu reçois tellement de choses au moment où ça se produit. Comme tu l'as dit, tu es face au danger, tu sais qu'il est répété. Donc il y a ton cerveau qui commence à l'anticiper, mais c'est pas pour autant que tu te reçois pas des shots d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol. Et ce sont des choses qui sont tellement envoyées de manière puissante à ton cerveau et à ton corps que ton cerveau ne peut pas encaisser. C'est donc la partie, ce qu'on appelle le reptilien, qui prend le contrôle. C'est la partie qui est juste faite pour la survie. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as soit le fight, flight or freeze. Donc soit tu te figes, soit tu te bats, ou soit tu fuis. Sauf que le stress, il est tellement engourdissant et quand c'est répété, tu sais tellement que t'as pas le choix. Je savais que j'avais pas à avoir le choix. Alors du coup, ton cerveau se fige et ton corps lui aussi se fige. Et c'est ça qui m'a fait douter. C'est que je me suis dit, mais en fait, tu n'as rien fait pour te protéger. Tu n'as rien fait pour te sortir de cette situation. Tu n'as même pas dit non. Mais j'étais incapable de dire non. Et quand tu comprends que ce mécanisme, il est là pour te protéger, parce que oui, il est là pour protéger. On a du mal à le comprendre pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ce mécanisme est bel et bien là pour vous protéger. Il est là pour faire en sorte que vous survivez face à cette douleur, face à cette violence, parce que c'est un miracle de survivre à cette violence, d'avoir un proche qui arrive et qui interfère dans notre intimité. Donc oui, évidemment que j'ai douté. Le fait que certains souvenirs aient totalement disparu et que je les retrouve sous forme complètement distordue, pas dans l'ordre, que d'un coup je sois beaucoup plus jeune, plus vieille, ça m'a fait énormément douter de ce que je pensais. Mais au bout d'un moment, il y a les ressentis. Et les ressentis, ils mentent pas. Et il y a tout ce dont on se souvient. On n'invente rien. Le corps ne fait que ressortir ce qui a déjà existé. Et lorsqu'on comprend ça, il y a vraiment cette part de culpabilité qui s'en va parce qu'on comprend qu'on doit se faire confiance avant tout. Et comme je te le disais, tu es un peu plus armé pour monter cette montagne quand tu commences à te faire confiance. Parce que tu sais que tu as la capacité de grimper jusqu'en haut. Et donc justement, pour grimper jusqu'en haut, si on reprend le schéma pour savoir comment t'en es arrivé, à libérer vraiment la parole, tu as commencé d'abord à en parler à ta meilleure amie, sans savoir vraiment exactement ce que tu avais, Ce que j'avais déposé. que tu vivais, ce que tu avais déposé exactement. Ensuite vient MeToo. Là, Oui. tu arrives à poser les mots, tu arrives à dire, bon, bah ok, très bien, bah, c'est ça que j'ai vécu en fait. Et une fois que ça s'est passé, comment tu as avancé encore après, derrière? À qui tu l'as dit la première fois? Alors, vraiment, en le sachant. le deuxième pied qui est passé, c'est le doute. Le doute de ok, c'est peut-être ça, mais c'est différent parce que le témoignage que j'avais entendu ne parlait pas des agressions qu'elle avait subies de son grand-père. Donc je me suis dit peut-être que c'est différent parce que moi c'était mon grand-père, un grand-père ne peut peut-être pas faire ça. Enfin, ça reste toujours beaucoup plus flou quand c'est soi-même et on a tendance à énormément minimiser. Ouais. Donc le pas suivant, c'était plutôt chasser ce doute, me faire confiance et réfléchir à comment je pouvais le dire parce qu'en fait, la réalité, c'était que j'étais arrivée à un point dans ma vie où si je ne le disais pas, j'allais mourir. Ouais. J'allais mourir de solitude, de porter un fardeau qui était extrêmement lourd parce que j'avais l'impression de protéger ma famille, mais derrière, la vérité, c'est que moi, je me tuais. À chaque fois que j'en parlais pas, alors que j'avais l'envie de sortir ces mots, alors que j'avais l'envie de me décharger, c'est moi que je tuais. Tu vois,
C'est ma confiance que je brisais. Oui, mais tu devais quand même être en flip total de annoncer à ta famille justement que ton grand-père avait fait ça. Si maintenant tu étais en capacité de comprendre ce qui s'était passé réellement, quoi. Ah, mais Non? totalement, totalement la peur. Et aussi un sentiment très vicieux, je tiens à le préciser, qui se nourrit de l'énergie qu'on lui donne, qui se nourrit de toute l'attention qu'on lui donne. Et malheureusement, je lui ai donné pendant ces 10 ans de silence énormément de crédit, énormément d'attention. Ce qui fait que cette peur, elle faisait partie de moi. J'avais du mal à me dire tu n'es pas cette peur et tu peux passer outre cette peur. Ça demande énormément de courage, ça demande énormément de recul. Ça, c'est même pas une question, mais il faut le faire. Est-ce que, au-delà de la peur, est-ce que même tu t'es pas senti parfois coupable de ne pas avoir réussi à dire non, de pas t'être opposé à ton grand-père, alors que quelque part tu savais quand même, tu savais pas, mais tu sentais que les choses n'étaient pas normales, tu les voulais pas forcément et tu les disais pas. Est-ce que du coup, tu as pu te dire, bah ouais, mais peut-être que je l'ai cherché ou peut-être que c'est un peu de ma faute. T'as ressenti cette culpabilité? J'ai pas choisi sans culpabilité par hasard parce que j'ai vraiment envie d'anéantir ce sentiment qui a longtemps été le mien. Donc oui, ce serait mentir encore une fois que de dire que j'ai pas ressenti ces moments. Et j'ai ces moments en tête, ces petits flashs de la scène est finie, il a fait ce qu'il faisait à chaque fois, et je remets mes bottes, et encore une fois, je me sens plus coupable que lui. Je me dis, c'est toi qui te fais du mal. T'as participé, t'as rien dit, donc t'as fait en sorte que ça se produise. Et j'étais plus dure avec du recul avec moi-même que je l'étais avec lui. Je le protégeais. Mais le souci, c'est que, encore une fois, c'est une métaphore, mais cette métaphore, je pense qu'elle parlera à beaucoup de monde parce que je ressentais un poids juste immense sur mon dos et je comprenais pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que je portais des poids qui n'étaient pas les miens. C'est comme si pendant ces agressions, il semait des cailloux en face de moi, mais pas des minuscules cailloux, des énormes pierres. Et il les semait parce que lui ne les prenait pas. Il me disait, moi, j'en veux pas. Et ces cailloux, c'était la honte, c'était la culpabilité, c'était la saleté. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces cailloux et je les ai mis dans mon sac. Et j'ai commencé à les traîner tout au long de ma vie. Mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'ils nous appartiennent pas. C'est que j'ai pris ces cailloux, mais c'était pas les miens. J'ai pris ces sentiments qui étaient ceux de mon agresseur. Parce que à aucun moment j'ai à me sentir coupable. Parce que à aucun moment j'ai à me sentir honteuse ou sale ou répugnante. C'est sa saleté, c'est ses actes, c'est pas les miens. Et encore une fois, le fait de comprendre que mon corps se figeait et que j'étais incapable de bouger, ça m'a aussi énormément aidé à conscientiser que c'était pas de ma faute. Que face à cette violence, je pouvais juste rien faire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à parler et à libérer ta parole à un moment donné? T'as réussi à dépasser cette peur, cette culpabilité. Qu'est-ce qui t'a poussé d'un coup? Est-ce que c'est venu, t'as senti que c'était plus fort que toi, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui a provoqué les... Comment ça s'est passé? J'ai énormément réfléchi. Il y a eu un très long laps de temps, je ne saurais même pas te dire le nombre de mois, mais ça se compte en mois. Entre j'écoute le témoignage MeToo et finalement, vraiment, je me décide à prononcer les premières paroles qui me sortent du silence. Et ça a été compliqué parce que, encore une fois, j'étais tellement mature que je prenais la responsabilité de toute ma famille. Mais qu'est-ce qui va se passer si je leur dis? Est-ce que je vais pas les détruire? Est-ce qu'ils vont réussir à encaisser ça? Parce que en quelque sorte, je me disais, moi, je suis capable de l'encaisser pendant des années. Mais est-ce que eux voudront voir la vérité? Est-ce qu'ils vont pas m'abandonner? Il y a cette peur aussi qui est extrêmement présente de finalement, on m'a déjà trahi de par ces agressions où j'ai donné ma confiance à un homme et où on me l'a volé, où on me l'a sali. Est-ce que ça va pas être le cas si je le répète une seconde fois? Donc oui, je me suis posé la question pendant des mois et des mois jusqu'à ce que, en fait, j'en avais marre et j'avais un réel besoin. Donc tu me demandais à qui j'en ai parlé la première fois. C'était à mon frère qui a toujours été là pour moi, m'a toujours soutenue, a toujours été l'oreille qui m'écoutait.
Et je pense que c'est ce que je veux faire comprendre aussi dans cet épisode, c'est que la personne à qui vous le direz doit être une personne de confiance. Vos mots ne seront peut-être pas parfaits, mais la personne à qui vous allez le dire doit être quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance et avec qui vous partagez un réel lien. C'est peut-être pas quelqu'un de votre famille, c'est peut-être pas un ami, mais c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez parler sans honte, qui en tout cas pourra vous aider à sortir de ce fardeau tout simplement. Moi, ça a été mon frère parce qu'il a toujours été là. Euh, Même sans comprendre pourquoi, même sans comprendre pourquoi j'allais si mal fondamentalement, il a toujours été là. Toujours. Et ce soir-là, je me souviens, c'était absolument pas le moment parfait, puisqu'on sortait d'un repas familial avec ma tante et mes cousins. Donc, un soir d'été, il devait être 23h minuit, pas le genre de moment pour enclencher cette discussion. Mais ça faisait des mois et des mois que je me disais, il faut que je lui en parle à ce moment-là. Et à chaque fois, je trouvais pas le courage. Le moment qui était parfait, à chaque fois, j'avais cette boule qui remontait et qui me disait non, 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 fais pas ça. Et ce soir-là, j'étais plus détendue et j'ai prononcé ces mots qui aujourd'hui me font sourire parce qu'ils avaient aucun sens. Mais je lui ai dit, Cyril, les gens ne sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. Et c'est une phrase de philosophe pour une jeune fille qui avait à l'époque que 11 ans. 11 ans, t'avais. Mais ces mots-là, ils m'enclenchaient dans une démarche de tu ne peux plus reculer. À partir du moment où tu as prononcé ces mots, tu sais que tu as enclenché quelque chose. Il va être curieux, il va vouloir savoir. Et ça a été le cas. Il a été curieux et m'a dit qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis ça? Et je lui ai sorti, je lui ai balbutié quelques mots du genre tu sais, notre grand-père, Cyril, il n'était pas ce qu'on pense qu'il était. Et il m'a fait du mal. Et je crois qu'à l'époque, j'ai dit, il m'a touchée parce que j'avais pas encore toutes ces étapes et j'avais pas encore retrouvé toute ma mémoire et tout ce qui s'en était suivi. Et à ce moment-là, il a vrillé. Ouais, c'est ça. Comment il a réagi, lui? Il a été extrêmement en colère. Beaucoup, beaucoup de colère. Parce que c'était lui, à l'époque, aussi un jeune garçon qui avait que 18 ans, qui avait côtoyé cette personne à chaque repas de famille. Enfin, je veux dire, on était constamment avec eux. Donc c'est horrible de savoir ce qui s'est produit, pas sous leurs yeux, mais ce qui s'est produit sous leur nez, sans qu'ils puissent le voir, sans qu'ils puissent finalement le savoir. Donc il est parti en colère sur toute la route, en train de courir. Mais ce qui m'a fait du bien ce soir-là, c'est surtout le fait que je savais que j'étais crue. Et ce qui m'a fait du bien en visualisant cette colère, paradoxalement, c'est de comprendre que ça n'a jamais été normal et que c'était bel et bien violent ce que j'avais vécu. Parce que même après avoir entendu ce témoignage MeToo, je continuais de minimiser mentalement. Mais cette réaction, elle m'a fait prendre conscience de la violence que c'était et de, ok, on l'a dit, on est cru, donc c'est possible de réellement être cru et de ne pas être minimisé. Justement, Gladys, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, est-ce que peut-être tu pourrais donner un conseil sur les personnes qui seraient à même de recevoir une parole comme ça? Comment ils doivent réagir? Parce que c'est pas Plutôt toujours pour facile. les personnes qui doivent écouter Oui. ce genre de vérité. Comment Bah ouais, parce que je pense que... Pour tous les proches qui nous écoutent, ouais. Oui. Je comprends. C'est vrai que ces questions, elles reviennent souvent. Comment je fais? Qu'est-ce que je suis censée dire? Et je comprends parce que c'est un événement qui est juste très compliqué. Et je dis souvent qu'il y a un ricochet trauma. Il y a le trauma que nous, on vit victime d'inceste, d'abus sexuels, peu importe, de maltraitance. Et il y a ceux à qui on l'annonce qui, par ricochet, qu'on le veuille ou non, sont touchés et doivent recevoir notre parole. Et ce que j'aimerais d'abord dire à toutes les victimes qui en ont parlé ou qui souhaitent en parler, c'est qu'il y aura une réaction. Il y aura une réaction qui sera différente en fonction de chaque personne. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez leur annoncer. Ça a à voir avec leur trauma. Ça a à voir avec leur passé, avec leur émotion de la journée, avec tout ce qu'ils ont reçu dans cette journée, avec leur relation avec cette personne. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Moi, j'ai reçu tellement de réactions différentes auxquelles j'étais totalement inattendue. Et pourtant, ils m'ont cru, mais ils ont réagi tout à fait différemment. J'ai eu mon frère qui a
donc eu cette colère. J'ai eu, on en parlera peut-être, ma mère qui a réagi directement dans la compréhension de qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on aille voir un psy? Donc très compréhensive. J'ai eu mon père, donc c'était le père de mon père, mon grand-père, qui a reçu d'une manière totalement différente, qui lui aussi a été sidéré, qui a pas su me parler pendant les premières minutes. Mais du coup, Gladys, toi, quelle phrase t'aurais aimé entendre de la part de tes proches quand tu as libéré ta parole et quand tu leur as dit est-ce qu'il y a des mots ou des phrases que t'aurais aimé entendre et qui sont pas forcément venues, ou alors elles sont venues, mais Un peu plus tard. ouais. La phrase qui m'a fait le plus de bien, et je vais le dire aujourd'hui, même si je ne l'ai pas reçue à l'époque, je l'ai reçue il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quelques semaines seulement, c'est « Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi à l'époque. Je sais que tu avais besoin de moi et j'ai pas su être là. » Et pour tous les proches qui nous écoutent et qui ont déjà reçu cette parole et qui ont eu des réactions qui ont été les leurs et qui ont peut-être été violentes, peut-être malheureusement accusatrices, un petit peu pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, pourquoi maintenant et pourquoi tu me décharges ça comme ça, parce qu'ils étaient sous le choc. Vraiment, prenez conscience à quel point ces mots sont importants, de reconnaître qu'on n'a peut-être pas été là, mais qu'on peut l'être aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour l'être. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des proches, qui ont souffert, n'hésitez pas à leur dire que vous êtes là pour eux. Ça comptera. Ça comptera même si aujourd'hui il est peut-être un peu plus tard. Ça fera toujours le même effet, ça fera toujours autant de bien de savoir qu'on est là pour eux, qu'on les aime et qu'on peut être une vraie épaule pour s'appuyer. Donc les phrases que j'aurais aimé entendre, c'est « Merci de me l'avoir dit ». Parce qu'il faut tellement de courage pour prononcer ces mots qu'on aimerait que ce soit un peu plus reconnu, un peu plus valorisé tout simplement. Je te crois. C'est 3 mots qui changent la vie de quelqu'un. Juste de savoir qu'on est cru, qu'on est soutenu, qu'on est écouté. Tu sais, si tu as besoin, vraiment, je suis là. Tu peux me parler de n'importe quoi, que ce soit de ça, de tes sentiments. Il n'y a aucun souci. Enfin, c'est tellement apaisant de savoir qu'on a une épaule sur laquelle se reposer ou juste une oreille où on sera écouté parce qu'on a eu tellement tendance à encaisser que c'est important pour nous de savoir qu'il y a quelqu'un. Et si parmi ceux qui nous écoutent là, il y en a qui n'ont pas encore réussi à parler, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent déposer leurs mots sans se sentir jugés ou coupables? Poser un mot, le deuxième et le troisième. Ça paraît bateau, mais c'est le meilleur conseil que j'ai à donner. Parce qu'à partir du moment où on réfléchit, la peur rentre. Et la peur nous terrorise et elle nous fige. Elle m'a figée 10 fois. 10 fois au moins avant que j'en parle à mon frère. Donc vraiment, je dirais, c'est important de comprendre, il n'y aura pas de moment parfait, il n'y aura pas de mots parfaits, il y aura les vôtres et ce sera les bons parce que ça sera enclenché et parce que ça sera dit. Donc cette culpabilité, elle existe parce que vous n'en avez pas parlé. Alors que lorsqu'on franchit le pas d'en parler, elle est un peu plus détruite. Elle perd de sa valeur, elle perd de son pouvoir sur nous parce qu'on se rend compte qu'on est bien plus forte que ça. Avec le recul aujourd'hui, que maintenant tu as libéré ta parole et que même justement tu pousses à la libérer de toutes les personnes, toutes les victimes d'agressions sexuelles, est-ce que pour autant, encore aujourd'hui, il t'arrive d'avoir parfois des difficultés à en parler? Je dirais que oui, parce que la peur remonte parfois. La peur ressurgit. C'est une vieille amie qui vient me dire coucou, je suis là, je t'oublie pas. Mais mes réactions aujourd'hui, elles sont différentes face à elle. Là où avant, je la laissais s'éprendre de moi et en fait, je lui donnais mon attention en me disant et si en fait, elle avait raison. Et tu vois, je bégayais et je me sentais tellement coupable que j'arrivais plus à en parler. Aujourd'hui, j'attends plus cette peur et quand je la ressens, c'est le moment où je me dis en fait, il faut que t'en parles. Si tu ressens de la peur, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose à franchir. Et moi, je prends souvent la métaphore de la porte. Je l'ai fait avec l'une de mes rencontres récentes qui me disait mais j'ai peur d'avoir cette discussion avec mon père. J'ai peur d'en parler encore une fois. Et je lui ai dit mais prends juste une feuille.
Éliste, j'ai peur de... Ta peur, elle te paraîtra ridicule. J'ai peur que mon père ne me croie pas. Et s'il me croit pas, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi la porte? Pourquoi la porte? Bah parce que, en fait, en quelque sorte, on ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et c'est cette métaphore de la porte parce qu'on se rend compte que derrière, il n'y a rien. Il y a une pièce vide. C'est que nos croyances, c'est que ce qu'on nous a dit. Est-ce que tu pourrais peut-être conseiller nos chers auditeurs et auditrices sur certains peut-être ont encore peur de parler parce qu'ils ont peur de briser la famille ou parce que ils ont peur de ternir une réputation. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Je leur dirais de penser aux autres. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Moi, il y avait du monde autour de moi. Il y avait du monde qui aurait pu être agressé, touché par ce grand-père. Et même au-delà de pour nous, pour notre connaissance, pour notre construction, je le comprends, j'ai peur de détruire ma famille, même si au fond, je sais très bien que c'est soi qu'on détruit. Et au fond, je pense qu'on le sait, paradoxalement, qu'on se fait plus de mal que ça, mais il y a cette loyauté, comme je l'ai dit, en quelque sorte envers l'agresseur. Et il y a peut-être que je vais ternir sa réputation, mais surtout ce qui pèse, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi une fois que je leur ai dit. Donc c'est important de se détacher de ça. Et si vous n'arrivez pas à le faire, pensez aux autres, encore une fois, de manière altruiste. J'ai eu un témoignage de l'une de mes cousines, il y a quelques mois à peine, qui me disait, mais en fait, si j'en avais parlé, tu l'aurais peut-être pas subi. Et c'est ce genre de réflexion qui pousse à en parler. Si je l'avais pas fait pour moi, il fallait que je le fasse pour quelqu'un d'autre. Si vos agresseurs sont encore en vie, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour tous ceux qui sont en danger. Parce qu'il y a des familles autour, il y a d'autres enfants, il y aura d'autres victimes. Et ça, c'est trop dangereux. Ça vaut bien plus que la peur. On va finir par une dernière question, Gladys, que j'ai envie de te poser. Si tu pouvais aujourd'hui reposer la question à Gladys, la petite fille que tu étais, quand tu as subi toutes ces agressions sexuelles, quand tu étais vraiment dans les pires moments de ta vie, dans l'horreur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? C'est une belle question. C'est une belle question intime. C'est hyper intéressant. J'essaie de lui parler. J'essaie de lui dire que je suis fière d'elle. Aujourd'hui, j'essaie de reconnecter parce que je comprends qu'elle a fait partie de moi. J'ai longtemps fait elle et moi, celle qui a survécu et celle qui maintenant vit. Et j'ai souvent dissocié les deux. Et aujourd'hui, j'apprends à comprendre que c'est ridicule de faire ça et c'est se faire beaucoup de mal. C'est renoncer à une grande part de soi que de faire ça. Donc pour reprendre ta question, je lui dirais je suis fière de toi. Vraiment fière. T'as fait ce que tu pensais impensable. Et tu t'es longtemps dit quand est-ce que je gagne, mais aujourd'hui t'as compris que c'était pas une bataille. Et t'en es devenue la plus grande guerrière. Parce qu'en fait, à partir du moment où on comprend que c'est pas un combat, on se choisit. On se bat plus en face de quelqu'un parce que je me battais en face d'un fantôme. Cette petite fille, elle se battait avec sa haine, avec tout ce qu'elle avait du ressentiment. Et au final, elle finissait par se détruire. Et quand elle a compris que c'était plus un combat, elle a gagné la paix. Et je suis tellement fière. Je suis tellement fière de toi, petite fille, parce que t'as fait ce que tu pensais encore une fois impensable, parce que t'as pris ton courage à deux mains. Et tu tremblais à l'idée d'en parler, mais tu l'as fait. T'as posé un mot ridicule, mais tu l'as fait. Et c'est ça le plus important. Et tellement merci, parce que sans toi, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important de le reconnaître. Merci beaucoup Gladys pour ce témoignage qui était vraiment très sincère et très touchant. Si toi aussi tu as été touchée, tu peux suivre Gladys sur les réseaux sociaux. Exactement, j'ai mon Instagram au nom de Ressalir. J'essaye d'y détruire aussi les tabous, de parler en toute authenticité et surtout de créer cette safe place que j'ai pas forcément eue, où tu peux être cru, tu peux être entendu. Mais au-delà de tout ça, tu sais que tu peux être soutenu et que tu le seras,
que ce soit par moi ou par toutes les autres femmes ou hommes qui ont vécu l'inceste ou juste les proches qui veulent nous témoigner de l'amour. Parce que je pense que réellement, aujourd'hui, il y a un vrai combat, là, pour le coup, à mener pour libérer cette parole et pour faire comprendre qu'on n'est pas folle, on n'est pas fou. Ce qu'on a vécu, c'est important et il faut en parler. Et tu peux t'abonner à ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Si vous nous regardez actuellement. Et on voulait aussi vous dire que vos commentaires comptent, vos voix comptent énormément pour nous. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Nous, sachez qu'on est très très heureuse de le faire. On le fait avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité, on y met beaucoup de temps et surtout beaucoup de cœur. Donc ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous en avez pensé. À quelles étapes vous en êtes vous aussi? Est-ce que vous avez réussi à briser le silence? Si oui, comment vous avez réussi à faire? Comment vous avez réussi à faire, pardon. Parce que c'est important peut-être que vous vous rendez pas compte, mais moi je sais qu'à l'époque, justement, où je cherchais des réponses à mes questions, j'aurais adoré tomber sur ce genre d'épisode et lire les commentaires en me disant, ok, elle a été crue, elle en a parlé comme ça, elle n'a pas été crue, mais elle a réussi à se reconstruire. Donc je vous fais confiance pour faire de cet espace commentaire un espace de sororité. Et si toi aussi tu traverses actuellement une période difficile, sache qu'il existe un numéro, il est gratuit, il est anonyme, c'est le 119. Tu as le droit d'être cru, tu as le droit d'être entendu et tu as le droit de vivre sans honte et sans culpabilité. Parce que encore aujourd'hui, l'inceste concerne encore trop d'enfants, c'est 3 enfants par classe en moyenne et c'est toutes les 3 minutes un enfant qui subit un viol ou une agression sexuelle en France. C'est beaucoup trop. Alors libérer sa parole, c'est déjà agir. Et justement, dans le prochain épisode, Gladys, peut-être tu peux nous dire un petit peu de quoi il parlera, ce prochain épisode ? Le prochain épisode parle de l'enfance, de comment les traumatismes s'installent dans l'enfance et créent la personnalité qu'on est à l'époque et qu'on devient même adulte. Moi, ça a très longtemps façonné ma vie. Il y a eu, je vous en parlerai, des TCA, de la boulimie, notamment de l'hyperphagie aussi, mais il y a eu des comportements destructeurs, beaucoup de mal-être et même des réactions un peu inattendues. Je pense que c'est vraiment un épisode à ne pas manquer parce que même moi, j'en ai beaucoup appris sur à quel point ces agressions sexuelles avaient façonné ma manière d'aimer, de penser aux autres, de m'attacher aussi, mais aussi à quel point elle avait troublé mon corps. Donc, si t'es intéressé, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater ce prochain épisode. Merci Gladys. Merci à toi, vous. Elsa.